et de ce jour, nous allons parler de la désertification, ces zones, ses conséquences avec un expert en ce domaine. Il s'agit de Bertin Gouya. Bienvenue. Merci, madame. Je êtes analyste environnementaliste. Oui, bien sûr que oui. Autre titre, Bon, je crois pas que c'est autre important. casquette. Je suis aussi sur l'environnement de la coordination scientifique de l'université de Kinshasa Justement, ce n'est et pas rien. militant pour la protection de l'environnement en général et pour le développement durable. La protection de l'environnement. Oui. Avec vous, long de la désertification, les travaux justement se déroulent ces derniers temps. Les travaux se sont ouverts hier Hier. en Côte d'Ivoire où il y a plus de 190 chefs d'État qui se retrouvent en ce lieu pour discuter de la désertification. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on doit comprendre par la désertification? Merci, madame. C'est une des questions qui est difficilement traitée, surtout par le média que vous êtes, parce que déjà, ce sont des questions qui ne sont pas du tout connues du public. Quand on parle de la désertification, au moins chacun a déjà connu ce qu'on appelle les déserts. C'est du côté, généralement, du côté sahélien de l'Afrique. On parle de désertification lorsque une région a été transformée, une région qui dorénavant a été couverte de la végétation, a été transformée en un désert. Donc les sols ont été dégradés, Oui. les végétations décimées. Et du coup, il n'y a plus de la végétation, ça reste un désert, un sol sec où on ne peut pas faire l'agriculture, on ne peut pas avoir la biodiversité comme font en fait les êtres vivants. Et c'est ça la désertification. Ça peut arriver du fait des facteurs naturels. Oui. Je parle du fait des facteurs climatiques, donc l'augmentation de la température par exemple, peut faire à ce qu'une zone qui dorénavant était peuplée par la végétation et la biodiversité se transforme progressivement vers un désert. C'est la désertification naturelle, Oui. mais ça peut être aussi occasionné par des activités de l'homme. Voilà un peu. Les activités de l'homme telles que l'agriculture, telles que le pâturage. Quelles sont les L'agriculture, activités de l'homme qui... vous venez de le parler, nous avons par exemple l'agriculture, les surpâturages, nous avons la pollution aussi qui peut engendrer ça, nous avons en fait toutes les activités qui consistent à travailler les sols, il y a aussi l'exploitation minière. Oui. Quand on parle d'agriculture par exemple, vous voyez, euh, partout dans le monde, on utilise les engrais et les pesticides pour Oui. avoir plus de productivité. Et ces méthodes culturelles arrivent à perturber les équilibres de la terre. Parce que les sols en soi, pour qu'il n'y ait pas de désert, il faut une certaine stabilité structurelle du sol. Donc, une stabilité du fait que les sols ne doivent pas être secs. Et pour qu'ils ne soient pas du tout secs, il faudrait qu'il y ait une certaine quantité de la matière organique dans le sol. Il faudrait qu'il y ait une certaine cohésion entre les particules des sols. Et quand on fait l'agriculture avec des engins, en utilisant de l'engrais, déjà on exclut l'aspect matière organique parce que ce sont des engrais chimiques qu'on utilise qui sont des nutriments directement apportés par les plantes et par conséquent, par la surutilisation, après des dizaines d'années, les sols n'ont plus la capacité de résister face aux attaques extérieures, notamment le pluie qui tombe. Ça peut éroder une partie du sol, mais aussi ça peut entraîner à une désertification. Mais comment expliquer alors? Puisque il y a une certaine contradiction. Nous savons tous que l'agriculture, c'est ce que nous prônons pour que le développement, pour nourrir les populations, pour qu'on ne meure pas de faim. Mais quand vous dites encore que l'agriculture pose un problème de désertification, comment pallier à ce problème? Les problèmes, c'est la réalité, l'agriculture mal faite pose des problèmes de désertification. Aujourd'hui, il existe avec des sciences environnementales que je fais personnellement à l'université de Kinshasa, des méthodes culturelles qui respectent les équilibres des terres et qui évitent la désertification. C'est vraiment un peu étrange de parler de désertification ici dans notre pays parce que les gens se disent nous sommes tels que nous sommes, pourquoi? Mais ailleurs, c'est criant. Dans le monde, je peux le dire, c'était déjà depuis 1992 que les nations se sont réunies à Rio de Janeiro lors de la conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement. Donc, la CNUED, on a dit les terres sont menacées, il faudrait qu'il y ait une convention internationale pour la protection pour la lutte contre la désertification, Oui, excusez-moi. je vous en Et prie. oui, bien sûr. Et à travers le monde, il y a beaucoup d'endroits contre le désert. Mais l'un des continents aussi les plus touchés, c'est l'Afrique. L'Afrique est touchée, il y a la Chine, il y a l'Australie. Et si nous prenons la partie émergée de la Terre, Oui. nous avons environ un tiers, donc 25% de la Terre qui est désert.
Donc, ça montre que c'est un problème C'est criant. un danger. Un danger, 25% qui représente environ 4 milliards d'hectares de terres qui sont arides, qui sont déserts, et ce qui représenterait aussi euh, une mise en péril de à peu près 250 millions de personnes, parce que quand c'est les déserts, quand c'est la désertification, les gens n'ont pas de terre pour cultiver, ils n'ont pas la biodiversité pour survivre en ce moment-là. Il y a même des migrations, il y a des gens qui se déplacent d'une zone à une autre, seulement du fait qu'il y a la désertification. L'Afrique, avec ses conditions, sa pauvreté, est aussi frappée par cette désertification. Vous avez vu le président qui sont réunis en Côte d'Ivoire et qui sont toujours là aujourd'hui, les Oui. Niger, Jusqu'au 20 mai prochain. bien sûr, et plus de 35% pour les Nigériens, parce qu'il y a le président nigérien que vous avez d'ailleurs vous-même mentionné, plus de 35% de la superficie des Niger est frappée par la désertification, et c'est grave, parce que c'est les seuls qu'on cultive pour avoir la nourriture, et quand c'est frappé, c'est que c'est un problème. Donc c'est vraiment quelque chose, une préoccupation majeure sur laquelle les attentions devaient être dirigées, mais malheureusement. Est-ce que la République démocratique du Congo, qui est considérée comme deuxième poumon vert de la planète, est-elle aussi menacée? Bien sûr que oui. La menace de la RDC est directe et aussi indirecte. Directe, c'est d'abord sur le plan interne. La RDC, c'est un pays qui, depuis longtemps, a eu conscience des enjeux environnementaux et a commencé à lutter contre ces différents problèmes. Déjà, dans les années 1997, notre pays a ratifié et signé euh, la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Donc ça signifie que déjà depuis des années, nous avions connaissance que les déserts peuvent nous atteindre un jour, parce que là où il y a des déserts aujourd'hui, dorénavant, c'était des forêts. Oui. Donc, notre pays Donc, a ratifié. que l'on n'en s'enorgueillisse pas. Donc, ça Si, peut toujours ça arriver. peut toujours arriver. Et même la Constitution de notre pays reconnaît dans son article 53, ça c'est sur le plan juridique, que l'environnement devait être protégé. Même la loi 11 prône la protection de l'environnement. Donc notre pays a déjà connaissance de ça. Mais il existe des mécanismes qui ont été mis en place pour évaluer les impacts de la désertification. Et le résultat était tel que elle est lente chez nous, mais elle est sûre. Oui. Progressivement, nous tendons, parce que il y a par exemple le méthode de culture. L'agriculture est une rentier à l'intérieur. Quand on fait l'agriculture, on brûle, on décime. Vers les jachères. Bien, on les jachère, oui, bien sûr. Les jachères sont des périodes de repos qu'on laisse dans l'agriculture. Mais à l'intérieur, quand on veut faire les champs, on décime des espaces, on brûle. Et par conséquent, il n'y a pas de couvert végétal. Et lorsque la température monte et qu'il y a moins de précipitations, la végétation qui a été là peut mourir. En ce moment-là, les déserts peuvent commencer à s'installer. Ce sont quelques facteurs. Il y a aussi l'exploitation minière dans notre pays. Oui. Je prends l'exemple de Katanga, mais aussi du Kassai. Partout où on exploite les diamants, on laisse les espaces vides, creux, et on sort. Ce sont des graviers qui sont là. Les arbres qui ont été là sont morts, et par conséquent, toute la matière antérieure enfouie et à la surface, et toute cette pollution détruit les sols. Par conséquent, après des années, il n'y a pas de végétation. C'est un risque qui peut faire à ce que progressivement les déserts commencent à s'installer. C'est comme ça que, quel que soit notre potentiel en termes de forêt, nous sommes vulnérables d'une manière ou d'une autre par rapport à la désertification, mais aussi nous sommes vulnérables sur le plan de l'atmosphère. Vous savez, nous respirons le même air. L'air n'a pas de frontières. Oui. Lorsque chez les voisins c'est plus chaud, Oui. nous pouvons être aussi affectés d'une manière ou d'une autre. Donc c'est comme ça qu'à l'interne nous sommes vulnérables, nous devons agir. À l'externe aussi, plus il fait chaud, plus chez nous il peut aussi faire chaud. Mais aussi en termes de migration. Oui. Quand il fait chaud ailleurs, quand il y a des airs ailleurs, les gens migrent vers d'autres zones. Oui. Nous Pour déjà, chercher le confort. pour chercher les conforts, nous avons beaucoup de ceux qui sont venus ici. Si vous le demandez, ce n'est pas seulement le commerce, simplement parce que chez eux, il n'y a pas où est-ce qu'ils peuvent élever, où est-ce qu'ils peuvent faire l'agriculture, etc. Et ils viennent chez nous. Et il y a généralement des provinces frontalières qui sont confrontées à des problèmes de migration, et ils n'arrivent pas à gérer ces populations-là. Les conditions de vie changent simplement parce qu'il y a un peuple qui est arrivé dans notre pays, qui est arrivé sur notre sol, du fait que chez eux, il y a eu des airs. Ils viennent avec de bétail à élever. Il y a par exemple dans les domaines des Biliouéré, où il y a des gens, les Mbororo, qui sont venus avec des vaches pour élever chez nous, et ils utilisent l'espace congolais. Et tout ça, il y a des conflits qui sont créés entre les Congolais et les étrangers. Pourquoi? Parce que chez eux, les déserts les
fuir. Oui. C'est aussi une manière d'être impacté par la désertification, donc il faut absolument agir. Ils emmènent le désert chez nous. Autre question, est-ce que vous êtes en train de confirmer que le projet initié par le chef de l'État de planter 1 milliard d'arbres, c'est un projet, c'est pertinent, il faut le faire? Bien sûr, il faut le faire absolument. Il y a un aspect que je n'ai pas évoqué. Lequel? La désertification participe aussi à l'augmentation du réchauffement climatique. Vous savez, les sols, selon le groupe, la GIEC, les GIEC plutôt, les GIEC signifie groupe intergouvernemental des experts sur l'évolution du climat, ils ont démontré que les sols est un puits de carbone. Donc les sols absorbent ce qu'on appelle les dioxydes de carbone, le CO2, alors que le CO2, c'est le principal gaz à effet de serre qui est responsable du réchauffement climatique. Et donc, si un endroit qui avait la végétation devient désert, d'ailleurs, dans la végétation, le bois, c'est du carbone. Une fois que c'est libéré, c'est du carbone qui est libéré dans l'atmosphère et qui, en se mélangeant avec de l'oxygène, crée du dioxyde de carbone qui est un gaz à effet de serre le plus rémanent. Mais dans les sols, en décimant la végétation de surface, les sols commencent à libérer progressivement le dioxyde de carbone qui a été absorbé, séquestré, enfoui et par conséquent, le réchauffement climatique augmente. Et le projet du chef de l'État a toute sa place parce que ça vient atténuer le réchauffement climatique. Parce que quand on parle de réchauffement climatique, il y a des solutions. Il y a en premier l'atténuation et en deuxième l'adaptation. L'atténuation sous-entend la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre, je viens de citer des CO2, mais en dehors des CO2, il y a aussi le méthane, il y a les dioxydes de soufre et d'autres gaz qui sont issus des activités de l'homme. Et donc, le chef de l'État, quand il plante 1 milliard d'arbres, bien que nous avons un massif forestier, il vient ajouter le nombre de végétaux sur ce qui existe déjà pour que ces végétaux, par la photosynthèse, absorbent les dioxydes de carbone et libèrent de l'oxygène pour purifier de l'air. Donc, c'est un projet pertinent et ça fait partie de la lutte indirecte de la désertification parce qu'au moins, si nous maintenons une stabilité climatique, même les zones qui sont tout autour de nous, frappées par la désertification, peuvent commencer à bien se retrouver du fait de la pluviométrie occasionnée par l'évapotranspiration de nos forêts. Voilà, et est-ce qu'on peut faire la différence entre le réchauffement climatique, la sécheresse et la désertification? Bien sûr que oui, il y a une grande différence. En premier, j'ai déjà défini la désertification. Je me suis dit, c'est la transformation d'une surface, d'une zone donnée qui a été couverte par une végétation et les sols se dégradent et deviennent presque inutiles. Ça, c'est la désertification. Quand on parle de réchauffement climatique, réchauffement, c'est la hausse de la température. Climatique, hausse de la température par rapport au climat. Et le climat, c'est la sensation de faire chaud ou froid. Et aujourd'hui, quand on parle de réchauffement climatique, on sous-entend de la hausse de la température occasionnée par l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre, qui sont les activités propres aux humains. Vous roulez dans la voiture, les avions et tout, ça émet des fumées dans l'atmosphère. Ces fumées contiennent des toxiques, des types divers, mais il y a aussi le CO2 qui est là. Il y a aussi des gaz à effet de serre. Plus les hommes ont exploité les fossiles, donc le pétrole, les hommes ont exploité du charbon, les hommes ont fait des industries qui ont produit des gaz à effet de serre. Ces gaz sont venus dans l'atmosphère et comme ils ont le rôle d'absorber la chaleur envoyée par le soleil, cette chaleur a augmenté la température. C'est comme ça qu'on parle de réchauffement climatique. La différence entre le réchauffement climatique et la désertification est que on peut partir du réchauffement climatique vers la désertification, mais aussi la désertification vers le réchauffement climatique. Je viens de parler de comment les sols séquestreraient, absorberaient le carbone qu'une fois qu'il y a désertification, le carbone est libéré par conséquent, il devient comme une autre source émettrice de gaz à effet de serre. Et la sécheresse, justement, c'est comme leur grand frère. Il y a désertification, il y a réchauffement climatique. Il y a réchauffement climatique, il y a désertification. Mais en soi, la sécheresse est un indicateur. Oui. Un indicateur clé. Après désertification, les sols deviennent secs. Donc, on ne peut pas parler de la sécheresse avant la désertification. Donc, on parle toujours de la sécheresse après la désertification. Parce que lorsqu'il y a des végétations, il n'y a pas généralement la sécheresse. C'est après la désertification qu'il y a sécheresse. Donc, sécheresse, c'est simplement le fait qu'un milieu devienne sec, qu'il devienne inexploitable, qu'il devienne chaud, qu'il devienne improbable à une certaine activité. Voilà un peu comment je peux différencier les concepts, mais ils sont vraiment intimement liés. Donc, parce qu'au travers de la sécheresse, on peut vivre de réchauffements climatiques extrêmes et au travers du réchauffement,
on peut aussi accélérer la sécheresse et aussi accélérer la désertification. Donc, ce sont des mots qui peuvent s'utiliser, mais il faut en savoir le fond pour ne pas confondre. Oui, justement, vous parlez de la pertinence du projet lancé par le chef de l'État, celui de planter 1 milliard d'arbres en République démocratique du Congo. Mais est-ce que dans cette plantation, quand on parle d'1 milliard d'arbres, est-ce qu'il y a aussi, les fleurs font aussi partie de cette plantation, on peut les compter aussi? Bien sûr que oui. L'ornementation. Est-ce que les fleurs ont une certaine place aussi pour lutter contre la désertification? Bien sûr que oui, madame, de manière indirecte. Quand on parle de fleurs, là, je vois l'horticulture. Oui. J'ai voulu aussi quand même faire la part de choses. Le fleur, c'est la... Je peux dire quelque chose. Bien sûr. Le fleur, c'est la partie... Oui, le fleur, c'est la partie reproductive de la plante. Donc, généralement, nous confondons le plante ornementale avec de fleurs. Je parlais plutôt des plantes ornementales. Voilà. Les plantes ornementales participent aussi à la lutte contre le réchauffement climatique parce que toutes les plantes chlorophylliennes, donc toutes les plantes qui ont des feuilles vertes, réalisent la photosynthèse. Et pour qu'il y ait photosynthèse, il faudrait qu'il y ait l'absorption des gaz qui occasionnent le réchauffement climatique, les CO2. Quand on l'absorbe et par conséquent, après la photosynthèse, on libère de l'oxygène. Donc, le gaz, il est piégé, l'oxygène est libéré, le climat est équilibré. Et pourquoi nous pouvons dire que l'horticulture fait partie de la lutte contre le changement climatique? Parce que déjà, si la température a été équilibrée du fait qu'il y a des végétaux supérieurs bien sûr, et aussi inférieurs de plantes qui sont là, et que le climat, la RDC est stable. Ce n'est même pas en vain qu'on nous appelle deuxième poumon du monde. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous sommes le premier poumon du monde selon les confirmations qui ont été faites par les analyses de la tour à fluide de Yangambi qui a prouvé que nos forêts séquestrent beaucoup plus de carbone qu'ailleurs. Donc, je peux conclure que même le plante ornemental, donc l'horticulture, participe aussi à la lutte contre le réchauffement climatique. C'est d'ailleurs dans cette optique que le chef de l'État avait commencé par les jardins scolaires. Les jardins scolaires. Donc, tout ce qui est vert, c'est comme ça. C'est pour cette raison que nous disons toujours qu'il faudrait que nous ayons la culture de planter du vert. Oui. Que tout le monde dans sa parcelle. Il ne faut pas seulement penser à élever la maison, à mettre du pavé partout dans la parcelle. Il faut aussi penser à laisser des espaces verts. Parce que ce sont ces espaces-là qui absorbent les sources fossiles de chaleur et qui stabilise les climats. Voilà. Je vous garde encore sur ce plateau, Bertin Ngouya. Je rappelle que vous êtes analyste environnementaliste. Vous êtes analyste... Je crois que vous n'appelez pas Ngouya, c'est Mbouya. Mbouya.